À la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous compreniez les mécanismes d'enrichissement pour devenir millionnaire ou multimillionnaire. L'idée, ça va être vraiment qu'on puisse démystifier comment on arrive à accéder à différents paliers de succès. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse plonger un petit peu plus en détail sur comprendre les mécanismes d'enrichissement pour devenir multimillionnaire en patrimoine business et développer le mindset qui va avec. Alors, je vous fais un petit peu cette présentation-là parce qu'aujourd'hui, je pense que sincèrement, on a réussi à craquer le code de l'enrichissement business. Le premier point que je voulais vous partager, c'est surtout par rapport à l'évolution de l'identité business. Aujourd'hui, en fait, lorsque on développe son aventure entrepreneuriale, on passe par différentes phases. On passe par le solopreneur, la personne qui fait tout dans son activité, la personne qui doit délivrer, la personne qui doit vendre, la personne qui doit gérer l'administratif, et ensuite, c'est surtout la personne qui vend son temps contre de l'argent. La deuxième identité dans laquelle on va, c'est l'identité du chef d'entreprise, celui qui met les bonnes personnes à la bonne place, celui qui doit réfléchir en qui et pas en comment. C'est pas comment je vais le faire, c'est plutôt qui va le faire. Et la dernière identité, c'est l'identité de l'investisseur. C'est celui qui travaille plutôt sur son business et pas dans son business. Et c'est surtout une personne qui a compris que l'ensemble de son écosystème pouvait se développer surtout grâce aux compétences et aux expertises d'autres personnes. Et donc, en fait, cette première évolution de l'identité business, nous, on l'a traversée. On a fait le soloprenariat, le chef d'entreprise, l'investisseur. Et donc, ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir créer un parc de sociétés avec une dizaine de boîtes dans le milieu startup, dans le milieu corporate et dans le milieu web entrepreneuriat. Et donc, le deuxième point aussi, c'est que si vous pourriez revenir en arrière, vous changeriez quoi? J'ai posé cette question lors d'une immersion d'Equity Mastermind, donc qui est un programme d'accompagnement qu'on propose pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre des parts dans des sociétés en échange de leur expertise. Et donc, j'expliquais justement que si vous arriviez à revenir en arrière, c'est-à-dire par exemple pour moi, il y a 5 ans, et à expliquer au Maxime d'il y a 5 ans qu'est-ce que je ferais de différent là il y a 5 ans? Eh bien, je lui dirais, ne change rien, tu es sur la bonne voie. Et donc, posez-vous aussi ces questions et dites-vous, si jamais vous avez le vous dans 5 ans qui vient et qui vous demande aujourd'hui, qui vous dit, voilà ce que tu peux changer dans ton business, faites en sorte que cette personne-là dans 5 ans, le vous dans 5 ans, puisse vous dire, ne change rien, tu es sur la bonne voie. Et donc, on a fait exactement le même schéma avec mes deux associés, où on s'est dit, maintenant, si on a le Maxime, Johan et Johnny à 40 ans, qu'est-ce qu'ils nous diraient aujourd'hui, là, à 30 ans? Je pense qu'ils nous diraient, les gars, ne changez rien. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit cette phrase justement en haut, où je dis, craquez le code, nous avons réussi. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer tout à l'heure le patrimoine qu'on a, mais on a vraiment le sentiment que la seule chose qui nous bloque sur davantage de paliers de succès, et qui vous bloque aujourd'hui aussi, sûrement vous, c'est simplement le temps et la patience. Mais de l'autre, vous pouvez aussi des fois malheureusement être dans le mauvais business model qui vous fera toujours espérer, mais qui ne vous permettra jamais d'arriver à vraiment ce que vous voulez. Parce que si vous êtes coincé dans ce que j'appelle l'évolution de l'identité business, si vous n'avez jamais réussi à dépasser le stade du soloprenariat, il y a très peu de chances que vous arriviez à pouvoir développer des grands paliers d'enrichissement de business. Ensuite, si vous êtes chef d'entreprise avec des équipes, des systèmes, des process, mais que vous êtes toujours dans ce que j'appelle un opérationnel technique et un opérationnel managérial, il y a encore toujours très peu de chances que vous arriviez à valoriser votre boîte et ensuite pouvoir la revendre. Et de l'autre, si vous êtes déjà investisseur, mais que ce soit en immobilier ou en crypto ou en bourse ou en equity, en fait, généralement, l'idée, le premier truc qui vous bloque aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas assez de cash flow pour pouvoir continuer vos invests, mais que de l'autre, il faut aussi être patient pour avoir le retour sur investissement que vous faites. Donc là, c'est un peu le chemin dans lequel on traverse tous. Et nous, aujourd'hui, on a craqué le code parce que d'un côté, on a du cash et de l'autre, on a du cash out, donc des valorisations. Et c'est ce que j'ai envie de vous expliquer tout au long de cette vidéo, mais surtout de comprendre ces mécanismes qui nous ont permis d'en arriver là et comment vous allez aussi pouvoir le faire. Ensuite, le troisième point, c'est problème perso égale problème business et qu'il faut absolument travailler sur votre mindset. Souvent, ce que je dis, c'est que personne n'a des problèmes d'entreprise,
tout le monde a des problèmes personnels qu'on reflète dans son entreprise. Une autre phrase, notre business est tout simplement l'extension de l'ombre de nous-mêmes. Donc vous l'avez compris, parler du côté mindset, ça fait un peu wou-wou, ça fait un peu spirituel, développement personnel, mais en vrai c'est vrai, parce que si je regarde le Maxime d'avant, qui n'avait que son agence de marketing et qui vendait que de la prestation de service au Maxime d'aujourd'hui, le truc c'est que j'avais exactement le même niveau d'information, mais ce qui me manquait, c'était l'intégration de ces informations, et donc de faire de la répétition et que ces informations soient ancrées en moi. Alors c'est quoi ces informations? C'est le fait de comprendre que je peux prendre des parts dans des sociétés en échange de mon expertise, et c'est le fait de tester une fois, deux fois, de m'être planté une fois, deux fois, et que la troisième, ça a marché un petit peu, la quatrième, etc., etc. C'est d'avancer. Exactement de la même façon, dans l'évolution de l'identité business, lorsque vous développez votre activité, vous avez un client, ça ne marche pas, il part, vous en avez un autre, puis un autre, puis un autre, puis vous avancez, puis vous lisez un bouquin, puis vous prenez une formation, et vous avancez au fur et à mesure. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'évolution de votre palier d'enrichissement va aussi être intimement lié à deux choses, votre identité mindset, le niveau de mindset que vous développez, mais aussi la conscience du business model dans lequel vous travaillez actuellement. Parce que vous pouvez avoir le meilleur mindset du monde, si à côté votre business model est là pour vous limiter, ça ne va pas fonctionner. Et donc toute cette chaîne est là pour pouvoir vous apprendre à comment monter en compétence sur ces paliers d'enrichissement, en prenant des parts dans des sociétés, en vous intégrant comme une identité d'investisseur et d'avancer vers votre prochain palier de richesse purement business. Et donc c'est ce qu'on va voir justement là avec un peu le procédé philosophique pour devenir millionnaire. Et je vous dis non mais vraiment pour le coup, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà j'ai envie de définir plusieurs choses. Le premier c'est quoi un millionnaire? Le deuxième c'est les deux types de richesses. Et le troisième c'est les deux chemins pour être millionnaire. Donc on va déjà voir c'est quoi être un millionnaire, parce que beaucoup de personnes ne savent pas trop finalement ce que c'est. Le premier point, c'est quoi un millionnaire? C'est quelqu'un dont la valeur nette excluant la résidence principale dépasse 1 million. C'est-à-dire c'est votre actif moins le passif. Et c'est important à le prendre en compte que votre immobilier, c'est-à-dire votre résidence principale, ne doit pas compter dans votre patrimoine derrière. Et l'actif moins le passif, c'est quoi? Par exemple, vous avez une maison à 1 million d'euros, vous avez 1 million d'euros de dette, et derrière, votre patrimoine, en gros, il est d'1 million, mais vous n'êtes pas millionnaire parce que derrière, vous avez des dettes qui effacent ce côté d'être millionnaire. Mais de l'autre, si vous avez 1 million d'euros en patrimoine, de par votre résidence principale, mais que vous avez 0 € sur votre compte bancaire, vous n'êtes toujours pas millionnaire, même si vous avez un patrimoine d'1 million d'euros. Et donc, il faut comprendre derrière qu'être millionnaire, c'est excluant votre résidence principale. Et pour moi, c'est votre résidence principale payée, sans crédit, sans loyer, et que vous avez en actif, hors immobilier, résidence principale, et hors dette, plus d'1 million d'euros. Et donc là-dessus, ce qu'il faut comprendre ensuite sur le deuxième point, c'est qu'il existe deux types de fortune. Et c'est là où je veux vous emmener, et c'est là où c'est hyper important de comprendre. C'est qu'il existe des valeurs nettes non liquides et des valeurs nettes liquides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez par exemple votre résidence principale qui fait, je ne sais pas, 500 000 € de valeur, et que vous l'avez sans crédit, sans loyer, et qu'à côté, en fait, vous avez un patrimoine qui fait plus d'1 million d'euros, mais il faut le définir. Est-ce que c'est un patrimoine qui est liquide ou est-ce que c'est un patrimoine qui est non liquide? Et par rapport à ça, ça ne change rien. Vous pouvez avoir un patrimoine non liquide et un patrimoine liquide, peu importe, vous serez quand même millionnaire. Et donc l'idée, c'est de comprendre que soit vous avez accès à ce million d'euros de patrimoine que vous avez, soit derrière, vous n'avez pas accès parce que c'est soit quelque chose qui est bloqué dans l'immobilier, dans la bourse, ou dans du private equity, dans des sociétés, etc. Et donc, le troisième point, c'est qu'il existe deux chemins pour pouvoir devenir millionnaire. Et ça, c'est hyper important à pouvoir le comprendre. C'est que le premier, il vous faudra le gagner. Le deuxième, il vous faudra le posséder. Et j'aimerais m'arrêter un petit peu de temps sur ces schémas de compréhension. Quand je dis il faudra le gagner, ça veut dire qu'en anglais, on parle souvent de to earn, ça veut dire gagner, et posséder, qui s'appelle to own, posséder. Le truc, c'est que quand vous développez aujourd'hui une activité, par exemple, vous êtes solopreneur ou chef d'entreprise, pour pouvoir créer votre patrimoine business, il vous faut le créer. C'est-à-dire que vous allez monter une entreprise, un produit, un service, et que derrière, vous allez pouvoir tout simplement aller prospecter, vendre, et derrière en retirer une prestation de service
et avoir du chiffre d'affaires, avoir un résultat net, pouvoir ensuite vous rémunérer. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le fait de pouvoir gagner votre patrimoine. C'est le fait que vous alliez bosser encore et encore pour pouvoir engendrer du cash, pour pouvoir faire vos invests petit à petit. Généralement, c'est le chemin qu'on prend tous au début. Mais le deuxième, il vous faudra le posséder. C'est ce qu'on peut aussi communément appeler la philosophie d'equity. Et le posséder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous pouvez très bien pouvoir aller prendre des parts chez une personne qui est en train de gagner son business. C'est-à-dire une personne qui est dans un opérationnel technique, un opérationnel managérial, et une personne où vous allez pouvoir posséder une part de cette société. Et donc là-dessus, c'est ça en fait qui vous permet de pouvoir accéder à une grande richesse. Et plus vous arriverez à posséder des entreprises qu'à la place de travailler dans des entreprises, c'est là où vous allez pouvoir multiplier votre patrimoine professionnel. Je vais vous donner des exemples justement juste après. Ensuite, le plus important à comprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas diversifier. Et donc, il faut comprendre deux choses. Là où on est bon, donc ce que vous voyez là, et là où on n'est pas bon. Donc, je vous donne mon exemple. Là où moi je suis bon, c'est développer des business, faire du marketing et du sales, toute la partie juridique, fiscale, comptable, et utiliser les compétences des autres. Là où je ne suis pas bon, c'est de l'immobilier, c'est-à-dire ne me faites surtout pas planter un clou dans un mur, je vais péter le mur ou je vais péter le clou. Ne me faites surtout pas valoriser un immeuble ou estimer un bien, je suis incapable de faire ça. Ne me faites pas aller en bourse, je ne comprends rien en bourse. Moi, je prends des actions dans des sociétés, mais je n'investis pas dans des actions en ligne. Et ne me faites pas aller en crypto, j'ai perdu un peu trop d'argent sur les cryptos. Donc en fait, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui veulent se diversifier et pensent parce qu'il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre les œufs dans le même panier, mais que les œufs viennent de différentes poules. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre. C'est qu'il faut rester dans votre zone de génie, mais qu'à l'intérieur de votre zone de génie, vous diversifiez les thématiques et les mécaniques de business dans lesquelles vous êtes. C'est pour ça que ce que j'explique là en dessous avec la phrase, les personnes les plus riches du monde misent tout sur une seule source de revenus jusqu'à ce qu'elles aient accumulé beaucoup d'argent, puis elles diversifient. Et donc, il faut pouvoir miser sur une seule source de revenus. Si vous avez, par exemple, vous faites de la prestation de service en marketing, il faut miser sur une seule source de revenus, puis ensuite pouvoir diversifier. Il faut pouvoir faire all-in sur une source de revenus. Mais cette source de revenus peut être variée dans son champ de génération de sources. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous, là où on est bon, donc on avait une agence de marketing. Ensuite, on a commencé à prendre des parts dans des boîtes en échange de notre expertise, tout simplement en gardant notre process de marketing, comme si notre equity était notre client. Et le truc, c'est qu'on a réussi à prendre des parts dans cette société et où on a pu développer forcément d'autres rémunérations. Parce que quand vous prenez des parts dans des boîtes, vous avez tout simplement du salaire, du management fees, des dividendes, voire la boîte, elle fait un exit et vous récupérez de la plus-value. Et c'est ça qui vous permet de pouvoir multiplier ensuite ça dans différents business et de pouvoir ensuite diversifier une fois que vous avez assez d'argent pour aller dans l'immobilier, dans la bourse, dans les cryptos. Donc il faut surtout faire attention à ne pas diversifier votre source de revenus et d'abord maîtriser une source, puis ensuite passer à une autre. Le troisième point, c'est ce que j'appelle le tragique parcours entrepreneurial et comment éviter les embûches. Donc j'ai expliqué quelque chose que là vous voyez à l'écran, c'est chaque entrepreneur vit un cycle. Le challenge n'est pas d'aller à l'encontre de celui-ci, mais bien de comprendre comment y naviguer. Et là, j'ai envie de vous partager le schéma le plus important à comprendre, que beaucoup appellent le schéma aussi de la vallée de la mort. Vous allez voir ce schéma, il faut vraiment pouvoir être attentif, parce que ce schéma peut vraiment représenter le parcours entrepreneurial dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ce schéma, il a plusieurs points. Le premier, voyez-le comme une courbe où vous allez en fait tracer une courbe qui monte, qui descend tout en bas, puis qui remonte. Et donc on est justement ici sur ce schéma-là. Une courbe qui monte, une courbe qui descend, puis qui va remonter, etc. Et donc on va prendre point par point. Le premier, lorsque en fait vous démarrez votre aventure business, votre aventure entrepreneuriale, vous êtes ce que j'appelle dans un optimisme non informé. L'optimisme non informé, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avancez dans une idée
sans avoir tous les tenants et aboutissants, mais vous êtes excité de l'idée dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que vous vous levez un matin, vous avez une nouvelle idée, une nouvelle opportunité, un nouveau business à pouvoir monter, un nouveau secteur d'activité à pouvoir aller prospecter. Et donc là, en fait, tout simplement, ici, vous allez pouvoir créer à l'intérieur de votre cerveau ce qu'on appelle un peu de la dopamine. Vous allez être excité et inspiré de pouvoir passer à l'action parce que votre nouvelle idée vous met dans un optimisme. Mais le problème, c'est que c'est un optimisme non informé. C'est-à-dire que vous allez avancer, mais vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants pour pouvoir justement pouvoir suivre le chemin. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu tout le parcours que nous, on a fait dans l'equity et avec ce schéma où on est passé de l'optimisme non informé à le deuxième qui est le pessimisme informé et où on est tombé dans la vallée de la mort pour ensuite aller à l'optimisme informé pour nous diriger tout simplement vers notre accomplissement. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire. C'était aujourd'hui il y a 4 ans et demi. On était avec Johan et Johnny, on avait notre agence de marketing, tout se passait bien. Donc nos bureaux étaient à Place Sophie Lafitte, qui sont à Sophia Antipolis. On avait une équipe de 13 personnes, on était vraiment heureux et très fiers de toute l'aventure qu'on avait fait. On avait vraiment incarné notre posture de chef d'entreprise avec des équipes, des systèmes, des process. On avait dépassé la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe sur la société. Et donc là, à un moment donné, je vais dans le bureau de Johan et Johnny et là, j'arrive dans une idée qui est juste incroyable. Et je dis à Johan et Johnny, les gars, qu'est-ce qui se passerait si on commençait à prendre des parts dans des entreprises en échange de notre expertise et ou celle de nos équipes? Et là, Johan et Johnny me disent, écoute, on n'a jamais fait ça, propose-le. Et donc là, je suis rentré dans un optimisme non informé. C'est-à-dire que moi, j'étais en mode, ok, en fait, à la place de proposer des produits et des services, je vais proposer de l'equity. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a commencé à proposer ça à une boîte qui faisait de l'e-commerce, qui vendrait des produits bio-cosmétiques. Et la personne nous a dit oui. Et on a pris 50% des parts de la boîte. Le problème, c'est qu'on a fait une erreur monumentale. C'est qu'on a commencé à travailler pour l'entreprise sans avoir signé les cessions de parts. Et derrière, on a fait la grande erreur de pouvoir virer tous nos clients. Donc, on est passé de 100 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe à 8 000 mensuels, alors qu'on avait une équipe de 13 personnes, parce qu'on était dans un optimisme non informé, parce qu'on était matrixé sur le fait qu'une personne nous ait dit oui pour prendre des parts, qu'on a mis all-in dedans, et que derrière, cette personne est partie avec tout ce qu'on a fait. Et donc, on s'est rendu compte qu'ensuite, juste avant que cette personne nous ait lâché et parti avec tout ce qu'on a fait, on est rentré dans un pessimisme informé. C'est-à-dire en mode, putain, mais en fait, on n'aurait peut-être pas dû virer tous nos clients parce qu'on se rend compte que là, cette equity-là, bon, l'administratif n'est pas encore fait, mais on n'a pas encore récupéré tout le cash qu'on voulait sur cette boîte. La traction ne prend pas comme on veut, alors qu'on a viré tous les clients. Et donc là, on commence à rentrer dans un truc en mode, oula, on n'avait pas prévu ça. Et donc en fait, lorsque vous passez à ce système-là, vous rentrez dans un pessimisme informé. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que le chemin premier dans lequel vous êtes allé n'est pas si facile que ça. Et donc là-dessus, forcément, vous commencez à rentrer dans des actions. Et en fait, obligatoirement, vous tombez. Et petit à petit, vous vous précipitez vers la vallée de la mort. Et nous, la vallée de la mort, c'était quoi? C'était en fait nous rendre compte, tout simplement, que ce qu'on avait fait, ce qu'on avait mis en place avec Johan et Johnny, pour cette société, n'allait pas marcher. On a perdu 230 000 euros. La personne est partie avec tout ce qu'on a fait. Et donc derrière, on s'est retrouvé avec 0 equity et avec 0 client et avec 13 personnes à payer. Et donc là, on était dans la vallée de la mort. Et qu'est-ce qui se passe dans la vallée de la mort à chaque fois? Boum, on a une nouvelle idée. Et la nouvelle idée, pour nous, c'était tout simplement, on n'y est pas allé dans cette nouvelle idée. Je vais vous expliquer pourquoi, mais là, je vous fais juste un parallèle sur comment la plupart des gens arrivent à faire des va-et-vient entre vallée de la mort et optimisme non informé, pessimisme informé, vallée de la mort, optimisme non informé, et ils font en fait cette boucle indéfinie. Et en fait, c'est ça aujourd'hui le plus gros problème de l'enrichissement business chez les entrepreneurs, c'est qu'ils démarrent leur aventure business avec de l'optimisme non informé, généralement une volonté de devenir libre financièrement, de pouvoir avancer, faire beaucoup d'argent, etc. Mais ils se rendent compte que c'est plus difficile que ça en a l'air et qu'ils vont devoir se former, développer de nouvelles compétences, changer d'identité, se bousculer au niveau de leur zone de confort et qu'à un moment donné, forcément pour beaucoup, et même 97% des gens, je dirais, on arrive dans la vallée de la mort où on se dit « putain, mais en fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air » et là, ça devient difficile. Et là, à chaque fois,
on se rend compte que boum, on a une nouvelle idée. Ah non, mais c'est pas ça que je dois faire. C'est pas ça que je dois faire. C'est plutôt une autre idée, un autre accompagnement. Et donc en fait, on se rend compte que là, on passe de cette boucle à cette boucle à cette boucle et on n'avance pas. Et donc, comme moi, j'avais conscience de ce schéma-là que je suis en train de vous partager aujourd'hui, nous, quand on était dans la vallée de la mort, quand on a fait nos equity, à un moment, on s'est dit, OK, ben on reprend de la prestation de service et on arrête et on fait ce qu'on fait. En fait, le truc, c'est qu'on était tellement convaincus que le fait de prendre des parts dans des sociétés allait vraiment créer notre ultime richesse, qu'on a décidé de pouvoir y aller et qu'on s'est dit, non, il faut y aller, on y va à fond et on redémarre les equity, on fait un prêt à la banque pour pouvoir suivre au niveau du besoin en fonds de roulement qu'on avait. On a enlevé les freelances avec lesquels on bossait pour rester avec 4 personnes dans la société. Et on met all-in dans la prise de part parce qu'on sait, parce qu'on croit que c'est ça qui va être la meilleure chose. Et finalement, on avait raison, parce qu'on est passé de la vallée de la mort à ce qu'on appelle de l'optimisme informé. Et là, on a pu prendre des parts dans une deuxième boîte, une troisième, une quatrième. Et on a pu faire nos premières plus-values. On a pu ensuite pouvoir récupérer nos premiers dividendes. On a pu ensuite avoir des business cash flow dans lesquels on a pris des parts. On a pu refacturer au niveau de notre holding. Et finalement, derrière, on a pu se créer cette protection en cash flow et ce patrimoine en cash out qui nous a permis aujourd'hui d'arriver dans un optimisme informé pour nous dire qu'on a craqué le code, qu'on sait exactement ce qu'on fait aujourd'hui et qu'aujourd'hui, on a un écosystème qui vaut plus de 20 millions d'euros et qu'on sait exactement la ligne directrice qu'on doit prendre pour pouvoir aller atteindre 200, puis 2 milliards, puis peut-être 20 milliards. Et seul, même pas l'avenir nous le dira, seul le temps nous le dira. Et c'est là en fait où il faut être patient. Parce qu'une fois que vous êtes dans un optimisme informé, vous avez déjà les premiers retours que vous voulez avoir. Vous êtes convaincu que ce que vous faites, c'est des bonnes choses. Et vous arrivez dans ce que j'appelle une forme de monotonie. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en train d'osciller émotionnellement. À être je suis heureux, je ne suis pas heureux, je suis content dans le business, je ne suis pas content, je doute, je suis excité. C'est vous avancez en mode non mais en fait on sait ce qu'on fait les bonnes choses pour avancer à l'accomplissement. Et l'accomplissement c'est selon comment vous l'avez défini et peu importe comment vous l'avez défini votre accomplissement. Et ça vous permet de pouvoir avancer au fur et à mesure. Et donc ça c'est vraiment le schéma à comprendre pour pouvoir avancer dans votre aventure entrepreneuriale. De véritablement comprendre que dès qu'on démarre, on passe tous ici. Une idée, une nouvelle idée, quelque chose qui nous inspire. Finalement, c'est plus dur que ça a l'air. Merde, j'ai pas les résultats que je voulais dans le temps imparti que je me suis donné. Ok, bah en fait, je recommence au début avec des trucs. Mais si vous arrivez à dépasser ce stade de la vallée de la mort, vous arriverez là dans un optimisme informé où c'est tellement agréable d'y être. Et ensuite, vous avez juste besoin de pouvoir avancer tout doucement pour arriver vers votre accomplissement. Et c'est comme ça que vous arrivez à créer de vrais succès entrepreneurial et surtout que vous arrivez à guider les boîtes que vous allez racheter, dans lesquelles vous allez prendre des parts ou dans les boîtes où vous allez investir parce que tout simplement ici, vous allez comprendre ces mécanismes psychologiques qui nous traversent, nous, humains, que nous sommes. Ensuite, j'ai envie de vous partager la quatrième stratégie. Donc le quatrième point, c'est la stratégie pour arriver au million. Je vous ai expliqué, là c'est les piliers d'enrichissement pour aller au million. Enfin, même faire plusieurs millions. Vous avez compris au début que c'est de comprendre un aspect philosophique et de comprendre qu'on peut avoir un patrimoine liquide, un patrimoine non liquide, qu'on peut gagner son argent ou qu'on peut le posséder. Mais ensuite, quand on veut gagner son argent ou faire gagner son argent en le possédant, comment on fait? Et donc, on a ce qu'on appelle la stratégie pour arriver au million. Et donc là-dessus, c'est une stratégie à pouvoir suivre. Elle est simple, elle est carrée. Il faut toujours comprendre que le marché sera toujours supérieur à l'offre et toujours supérieur à la persuasion. C'est-à-dire que si vous êtes dans un marché, par exemple, où vous vendez des hot dogs, en fait, on s'en fout, votre dog, s'ils sont bons, moyens ou pas très bons. En fait, le marché sera toujours supérieur à la qualité de votre hot dog. Pourquoi? Parce que si vous êtes devant une foule affamée qui n'a pas mangé depuis une semaine, votre hot dog, peu importe ce que c'est, les gens vont le manger. À l'opposé, si vous êtes dans un concours de création de hot dog et que votre hot dog c'est le pire, par rapport au marché et comment on doit le segmenter, ça ne va pas être bon. Et ensuite, l'offre est toujours supérieure à la persuasion. Quand vous avez une offre qui est vraiment irrésistible, c'est là où vous pouvez véritablement créer de la valeur sur le marché. Ensuite, il faut un positionnement solide, ce que j'appelle AOM, avatar, offre, message. Ça, c'est la base de tout business. Vous devez créer un avatar, donc un client cible, une offre irrésistible et un message magnétique. Et le but, quand vous avez ces offres-là, il faut tout simplement bosser, faire
mettre en place un business plan pour vous, pouvoir comprendre comment votre offre peut véritablement être différente de ceux de vos concurrents et comment vous pouvez créer un message qui va permettre de vous sortir du lot de la concurrence. Ensuite, le quatrième point, c'est les stratégies marketing et sales. C'est-à-dire que pour aller faire de 0 à 1 million, il n'y a pas 1 million de choses à faire, les amis. Il faut juste vendre, vendre et vendre. Donc, rajouter des leads dans votre business et vendre à ces leads, tout simplement. Il faut s'autoriser à se payer soi-même aussi, parce que beaucoup de gens ne le font pas. Se fixer des tâches et non des objectifs. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, plus en détail, dans l'offre, le marché supérieur à l'offre et supérieur à la persuasion, il faut comprendre que le marché sera toujours la variable la plus importante du business. Et comment on détermine si c'est un bon marché ou pas? C'est un marché qui a de la douleur. C'est un marché qui ressent des besoins. C'est un marché qui a ce qu'on appelle purchasing power, c'est du pouvoir d'achat. C'est un marché qui doit être facile à cibler et c'est un marché qui doit être constamment en train de grandir pour pouvoir avancer. Et moi, j'ai mis une deuxième subtilité. C'est-à-dire que quand vous voulez faire de l'equity, prendre des parts dans une société en échange de votre expertise, le marché donc, sera toujours la variable la plus importante, mais il ne faut pas focaliser sur la douleur. Lorsque vous voulez prendre des parts dans un business, il faut focaliser sur le désir. Et ça, c'est la grande subtilité. Lorsque vous voulez avoir des clients pour votre produit, votre service, il faut focaliser sur la douleur. Lorsque vous voulez prendre des parts dans des sociétés, il faut focaliser sur le désir. Ensuite, le deuxième point, c'est un positionnement solide, c'est-à-dire AOM, Avatar, Offre, Message. Et voilà le plan d'action pour pouvoir correctement créer un avatar, une offre et un message. Le premier, c'est définir votre client idéal. Le deuxième, c'est définir le résultat final que vous livrez à votre client idéal. Le troisième, amplifier la valeur perçue de ce que vous proposez. Le 4, modéliser votre méthode signature. Le 5, définissez les éléments d'urgence, de rareté et d'inversion du risque que vous proposez. Le 6, clarifiez votre message. Le 7, appliquez tous les éléments pour le contenu, donc le site web, page de vente, etc. Obtenir du feedback et itérer. Refaire un point tous les 90 jours pour améliorer votre triade. Et ça, quand vous arrivez à comprendre qu'il faut pouvoir avancer au fur et à mesure vers la création de votre écosystème, eh ben c'est là où vous arrivez à avoir des bases qui sont solides. Ensuite, le troisième point, c'est une stratégie marketing et sales. Et là non plus, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me demandent comment on fait pour pouvoir trouver des deals, pouvoir trouver des clients, pouvoir trouver des talents. Eh bien, ici, vous avez toutes les stratégies pour pouvoir le faire. Je ne vais pas expliquer en détail toutes ces stratégies, vous pouvez aller vous renseigner vous-même, mais c'est uniquement ces stratégies-là qui vont vous permettre de pouvoir atteindre autant de leads que vous voulez, autant de deals que vous voulez et autant de talents que vous voulez. Le premier, c'est la création de contenu. C'est-à-dire que vous pouvez développer une chaîne YouTube ou un compte Instagram et pouvoir créer du contenu encore et encore, avec un bon positionnement qui permet d'attirer les bonnes personnes. Par exemple, pour nous, dans ce qu'on fait, dans le mouvement de l'Equity Family, nous faisons deux choses. Le premier, on a un programme d'accompagnement qui permet aux entrepreneurs de créer des écosystèmes de business entre 2 à 10 boîtes qui soient scalables, valorisables et vendables. Et donc, on accompagne les entrepreneurs à prendre des parts dans les boîtes, racheter des boîtes, investir dans les boîtes, créer des fonds d'invest. C'est un programme qui dure 1 an. Et le deuxième, ensuite, si vous êtes une start-up, une boîte corporate ou une boîte dans le web entrepreneuriat, on investit dans votre boîte pour pouvoir accélérer votre croissance. Et donc ça, c'est les deux choses qu'on fait. Et donc, vous pouvez très bien, vous, dans votre création de contenu, pouvoir aussi avoir un positionnement qui détermine ce que vous faites. Ensuite, le deuxième point, c'est la publicité en ligne. Vous pouvez très bien faire de la pub sur Facebook, sur Instagram, pour pouvoir avoir tout simplement du lead qui vient vers votre business. L'autre point, c'est les stratégies organiques, scrapping froid. C'est des stratégies qu'on appelle de cold mailing, des stratégies qui vont vous permettre de pouvoir récupérer des données, pouvoir envoyer des séquences email et avec un bon message pour pouvoir ensuite prospecter. Pareil pour les stratégies organiques, c'est-à-dire que ça, vous utilisez vos réseaux sociaux, votre base de données actuelle, votre carnet d'adresses. Ensuite, on a les employés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez employer des gens qui vont vous permettre de créer du contenu, de faire de la publicité en ligne, de pouvoir faire vos stratégies d'organique ou des stratégies aussi tout simplement organiques tièdes de prospection à froid. Ensuite, il y a la partie recommandation. Vous pouvez créer des recommandations pour vos clients, c'est-à-dire vos clients que vous avez aujourd'hui dans votre business. Et bien, vous pouvez tout simplement leur permettre de pouvoir, s'ils vous recommandent, avoir des recommandations ou de l'affiliation sur ce que vous faites, qui est différent des affiliés, là où vous pouvez créer un process d'affiliation pour pouvoir vendre vos produits, vos services ou récupérer des parts en equity, ou alors tout simplement passer par des prestataires qui vont pouvoir tout simplement faire le boulot à votre place, créer des pubs, faire du contenu, faire de l'organique, etc.
Ensuite, le quatrième point, c'est, comme je dis, c'est s'autoriser à se payer. Beaucoup trop d'entrepreneurs n'osent pas se payer. Et donc, forcément, ils rentrent dans une forme de scarcity de leur propre rémunération à eux. Et donc, il faut pouvoir, parce que je parlais de palier d'enrichissement business, il faut autant développer votre richesse personnelle que votre richesse professionnelle. Et donc, il faut pouvoir s'autoriser à vous payer aussi. Et le dernier point, c'est se fixer des tâches et non des objectifs. Donc ici, c'est faites des activités votre objectif, vous l'atteindrez à chaque fois. Et donc là-dessus, aujourd'hui, nous, on ne se met plus des grands objectifs. Et dans notre écosystème, on a arrêté de se fixer des objectifs à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. On se fixe des tâches qu'on veut pouvoir répondre. Et ces tâches sont définies par ces ordres-là. Quel est le problème qu'on veut résoudre? Quelle est notre hypothèse pour résoudre ce problème? Comment on mesure les actions X et les actions Y qu'on veut mener par rapport à nos hypothèses? Et ensuite, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que ça a fonctionné? Et comment on peut itérer? Voilà toujours comment on met en place justement ces systèmes-là. Pareil que quand on dit, ok, là maintenant je veux pouvoir prendre des parts dans cette entreprise en échange de mon expertise, je veux dans l'année pouvoir en prendre 5. Donc le problème c'est quoi? On n'a pas assez de start-up dans le pipe. Notre hypothèse, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la publicité en ligne pour pouvoir aller récupérer des startups. Qu'est-ce qu'on mesure? On mesure un coût par lead, un coût par appel et un pourcentage de transformation. Et est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que ça a fonctionné? Ensuite, on est en cours et on mesure. Et on avance de cette façon-là. Ensuite, le cinquième point que j'ai envie de pouvoir vous partager, c'est la stratégie pour rester riche. Et c'est ça qui est vraiment hyper important. Et donc là-dessus, je vous ai expliqué plusieurs points. Le premier, c'est Get Rich Once. Le deuxième, c'est les systèmes de valorisation. Le 3, c'est l'effet cumulé. Et le dernier, c'est apprécier votre richesse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et je vais vous l'expliquer dans le Get Rich Once, c'est vraiment une phrase que vous devez impérativement retenir. Quand on parle de création de richesse, les fortunes se créent en prenant de gros risques avec des petites sommes d'argent, mais les fortunes se conservent en prenant des petits risques avec de grandes sommes d'argent. Et c'est ça en fait toute la vérité aujourd'hui du business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'explication mathématique de pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches et pourquoi les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, c'est parce que les pauvres qui essayent de devenir riches, ils doivent pouvoir prendre des risques avec tout l'argent qu'ils ont et de prendre de gros risques par rapport à cet argent-là. Alors qu'à l'inverse, les riches, eux, prennent de petits risques, mais avec de grosses sommes d'argent. Et en fait, le plus difficile aujourd'hui dans la vie, c'est de pouvoir être riche une fois. Parce qu'une fois que vous êtes riche une fois, votre but ensuite, tout au long de votre vie, c'est de ne plus prendre des gros risques. Et donc, forcément, posez-vous la question aujourd'hui, est-ce que dans mon activité, est-ce que dans mon business model, je prends suffisamment de risques pour pouvoir devenir riche? Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que nous, on a pu atteindre cette valorisation de société qu'on a parce qu'on a pris des risques, parce que ça n'a pas été facile tout le temps et parce qu'on a très vite compris que notre business model allait très vite nous limiter et qu'il fallait qu'on passe davantage dans des modèles d'equity pour posséder de la richesse. Et donc là-dessus, il faut vraiment prendre en compte ça, là ce que je vous explique, c'est les fortunes se créent en prenant de gros risques avec des petites sommes d'argent, mais on peut aussi traduire petites sommes d'argent par tout votre argent. Et les fortunes se conservent en prenant des petits risques avec de grandes sommes d'argent. Ensuite, l'autre point que j'ai envie de vous partager, c'est le système de valorisation. Et donc là, c'est hyper important à pouvoir comprendre. Je vais vous expliquer 2 types de business. Un business dans lequel il n'y a aucune valorisation et richesse qui est créée. Et dans l'autre, derrière, il y a de la richesse qui est créée. Et vous allez comprendre ces systèmes de valorisation. Le premier, c'est ce que j'appelle le débrouillard aux 1000 mains. C'est-à-dire, c'est un solopreneur qui fait tout dans son activité, c'est celui qui doit vendre, prospecter, etc. Et c'est un bosseur. Il s'est dit, je veux gagner énormément d'argent, je dois bosser, bosser, bosser. Et donc, le gars ne fait que ça, il ne fait rien d'autre. Et bien, en fait, cette personne va réussir à avoir 1 million d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année, avec un résultat de 500 000 euros. Et donc, ça fait 250 000 euros après impôt. Et donc, pour qu'il devienne millionnaire, ce gars-là, il faut tout simplement qu'il attende 4 ans et donc il aura 1 million d'euros en cash sur son business, là pour le coup en perso. De l'autre côté, on a la même personne mais qui a voulu réfléchir en mode entreprise, c'est-à-dire une personne qui ne fait pas tout dans son activité, mais quelqu'un qui crée de la richesse, quelqu'un qui va pouvoir déléguer, mettre en place les bonnes personnes à la bonne place. Et cette entreprise-là, elle a une particularité, c'est qu'en fait cette société-là, nous on l'a rachetée.
On a pris des parts dans la société et donc on a pu mettre à l'intérieur une personne qui gère la société, donc ça peut être un associé ou tout simplement un employé CEO de la boîte. Et bien l'entreprise ensuite va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec un résultat de 500 000 euros, pareil, mais la boîte va faire 250 000 euros après impôt parce que le CEO prend 250 000 euros de rémunération. Sauf que cette boîte, elle vaut 2 millions. Pourquoi elle vaut 2 millions? Parce qu'en fait, cette boîte, elle a une vraie valorisation. Cette boîte, elle a de l'actif, cette boîte, elle peut se revendre, cette boîte, elle peut tourner sans le CEO de la boîte ou sans les leaders de la société, c'est-à-dire nous qui avons pris des parts dans la boîte ou qui l'avons rachetée. Et donc, en fait, on se rend compte que cette boîte, aujourd'hui, on peut la vendre 2 millions. Alors que cette société, aujourd'hui, on ne peut pas la vendre parce qu'aujourd'hui, elle ne dépend que de la personne qui le fait. Et c'est ça qui est incroyable parce que le débrouillard mettra 8 ans à obtenir le résultat de l'entreprise. Et c'est ça qui est fou, c'est que nous, au bout d'un an, on peut revendre la société 2 millions, donc avoir 2 millions d'euros de patrimoine en plus qui rentre dans notre business, alors que celui d'à côté, il va mettre 4 ans à faire 1 million et 8 ans à pouvoir avoir les 2 millions que nous avons pris. Et donc c'est là où je veux vous emmener, c'est de comprendre que la création de richesse, elle ne se fait pas, elle ne se fera surtout pas par rapport à vous-même, vos compétences, vos expertises, pour le fait de vous-même gagner votre business, c'est-à-dire vendre votre temps contre de l'argent, pouvoir vendre des prestats de services, etc. Vous devez, ça vous a servi pour développer des compétences et des expertises que vous avez aujourd'hui, mais qui doivent vous servir là maintenant pour pouvoir d'abord, enfin maintenant surtout, avoir une politique de posséder des parts dans les entreprises et commencer à réfléchir avec ces systèmes de valorisation. Ensuite, l'autre point, vous avez donc ce que j'appelle l'effet cumulé. Donc, quand quelque chose se multiplie par lui-même, c'est ça le pouvoir de l'effet cumulé. Et donc, il y a quelques points que j'ai envie de vous partager maintenant. La monotonie est ce qui vous rendra riche. L'argent n'est ni créé dans la vente, ni dans l'achat, il est créé dans l'attente. La patience, c'est savoir que vous faites les bonnes choses. Et donc, en fait, c'est ce que je vous disais dans notre histoire. C'est-à-dire que quand on a passé la vallée de la mort et qu'aujourd'hui, on est dans un optimisme formé, en fait, c'est ça qui nous permet de pouvoir avancer vers notre accomplissement. Et donc aujourd'hui, vous devez comprendre que ce qui vous rendra riche dans votre business, ce n'est pas de vous lever le matin avec une idée et une envie exceptionnelle de pouvoir faire autre chose. Généralement, vous allez vous lever le matin, aller dans votre bureau, aller être avec vos équipes, échanger, faire vos rendez-vous. Et c'est comme ça que vous développez de vrais paliers de richesse. C'est de comprendre que ce qui vous rendra riche, c'est de faire les bonnes choses d'une manière régulière. Et que l'argent n'est ni dans la vente, ni dans l'achat, il est dans l'attente. Et c'est exactement pour ça aujourd'hui que nous, on peut vous le dire, qu'on sera centaines de fois millionnaires, voire milliardaires, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque juste, c'est de la patience. Et c'est de pouvoir attendre que les bonnes choses se fassent. Et c'est exactement ce qu'il faut pouvoir mettre en place dans exactement vos sociétés. Ensuite, un des derniers points, c'est apprécier votre richesse. Donc il existe 2 niveaux de richesse. Le premier, c'est tous nos besoins primaires et personnels sont remplis. Et le deuxième, c'est on veut continuer à utiliser de l'argent juste pour faire plus d'argent. On passe donc de travailler pour atteindre un style de vie à travailler pour s'amuser et faire encore plus d'oseille. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, beaucoup qui m'écoutez, vous êtes dans un système où vous devez faire de l'argent pour pouvoir payer votre lifestyle. Et derrière l'objectif dans lequel il faut aller, c'est justement que tout ce lifestyle soit rempli et que vous soyez uniquement dans un système où vous faites de l'argent pour faire juste plus d'argent. Et ici, c'est le monde des riches et c'est le monde où on veut tous pouvoir se diriger. Donc en conclusion, je crois qu'à la hauteur où nous développons personnellement notre entreprise, notre entreprise fait également la même chose. Nous ne sommes que l'ombre de nos business, nous avons seulement des problèmes personnels qu'on reflète dans nos business. L'idée que je voulais vous partager là aujourd'hui, c'est de comprendre les mécanismes d'enrichissement business, de comment vous allez pouvoir devenir aujourd'hui millionnaire ou multimillionnaire. Et je vous le dis, il faut comprendre aujourd'hui que votre business, peut-être votre business model aujourd'hui dans lequel vous travaillez, ne vous fera jamais avoir la liberté dans laquelle vous rêvez. Et donc je vous mets à défi de pouvoir vraiment prendre conscience de l'écosystème dans lequel vous travaillez et de vous rendre compte, est-ce que vous avez un business comme le débrouillard aux 1000 mains ou est-ce que vous pensez qu'il faut davantage se diriger vers un business qui va avoir de la valorisation et là où vous possédez des parts de société qui là vont avoir de l'actif et qui vont pouvoir se développer. Alors bien sûr,
c'est compliqué à pouvoir mettre ça en place, c'est pas si facile que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on fait deux choses dans l'environnement d'Equity Family avec mes deux associés, Johan et Johnny. Le premier, c'est on a un programme d'accompagnement qui s'appelle Equity Mastermind, où on vous permet de pouvoir prendre des parts dans des sociétés en échange de notre expertise et tout ce que je vous ai expliqué là, de pouvoir le faire. Et de l'autre aussi, si ça vous intéresse, on peut investir dans votre société, devenir associés ensemble et pouvoir avancer vers de nouvelles tractions pour votre business dans l'optique de pouvoir faire un exit, le revendre et que chacun fasse des plus-values. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis à plus tard.